Et je voyais que ce que les gens voulaient, c'était ça. C'était leur désir secret, c'était de se dire j'ai envie d'une vie professionnelle qui me ressemble en fait. Mais avec un peu ce truc de j'ose pas, de j'ai l'impression de la société. Et donc en fait, c'est pas juste moi et ma foi en l'individu, c'est aussi je voyais que c'était une aspiration profonde des gens. Salut Julie. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Cool. Bon, je suis ravi de t'accueillir. Merci. Tu es la fondatrice et la CEO de Jobmaker. Ouais. Donc vous aidez les gens à trouver un peu leur voie professionnelle et à se reconvertir ou à trouver leur nouveau job au sein de leur boîte. Donc il y a plein de sujets un peu RH dont on peut parler aujourd'hui. Avant ça, tu as un parcours assez intéressant et qui moi me fascine beaucoup entre la politique, t'as mené des mouvements étudiants contre le CPE. Aujourd'hui, tu montes une boîte pour aider les gens à se trouver. C'est quoi le point commun entre mener des combats politiques et monter une boîte? Avoir envie que les choses elles soient différentes de ce qu'elles sont. Ouais. Et après, tu te poses la question de comment tu peux avoir le plus d'impact. En tout cas, moi, c'était ça le sujet. En gros, le truc que j'avais envie de changer depuis le début, c'est que les gens soient enfin bien dans leur job. Je voyais des gens qui avaient pas du tout l'air de s'épanouir professionnellement. Et donc, depuis que je suis étudiante, c'est un sujet, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit la fin de la route, quoi. Voilà, c'est comme ça. On travaille pendant 40 ans, mais ça nous met pas bien, on s'éclate pas. Donc, je me suis dit, à la fois individuellement et économiquement, faut trouver des solutions pour qu'il y ait ce point de rencontre, quoi. T'es dans un job où tu te développes et en même temps tu crées de la valeur, donc c'est positif économiquement. Et au départ, je pensais que c'était en changeant la loi que tu pouvais faire changer ça. Et en fait, non. J'ai réussi à faire changer la loi. Ouais, c'est vrai. 2 fois, en bloquant une loi, effectivement, en étant leader du mouvement contre le CPE, en faisant évoluer la loi qui régit les universités. Puis je me suis rendu compte que la loi, c'est écrit sur un papier, mais pour que ça redescende jusqu'à la vie des gens, ça met pas mal de temps. Et donc j'ai eu envie de créer des solutions par moi-même, et c'est là que j'ai commencé à être entrepreneur. Donc au début avec des entreprises plus classiques type agence d'événementiel, communication, cabinet de conseil, et puis ensuite avec une start-up parce que ça m'a paru être le modèle qui permet de scaler, de passer à l'échelle l'impact qu'on peut avoir, que j'avais avec des petites boîtes, mais finalement je trouvais que le nombre d'individus concernés était trop petit, donc on s'est dit ok, la technologie digitale aujourd'hui ça permet d'avoir cet impact de masse, donc on va tenter ça. Cette frustration de pas être à sa place dans son job, c'est un truc que tu as vécu toi? J'ai vu beaucoup de gens dans ma famille en fait quand j'étais jeune. Moi je me suis posé cette question existentielle, donc j'ai pas vraiment répondu. J'ai monté un truc pour répondre pour les autres, donc peut-être c'est le classique. Je suis entrepreneur parce que j'ai pas le choix en fait. Genre... Voilà, je sais pas si j'ai vraiment résolu le fond du sujet me concernant. Ça voilà, on va pas trop. Mais en tout cas j'ai vu beaucoup de gens autour de dans ma famille. Je me disais attends, les gens ils ont du talent et ils ont l'air d'être complètement empoussiérés dans leur vie professionnelle, quoi. Donc c'est ce truc de mettre une personne dans le bon environnement pour que finalement il bloom et qu'il puisse être bien dans sa vie professionnelle, quoi. Aujourd'hui, vous faites ça avec donc la méthode Jobmaker? Ouais, c'est un produit, c'est une expérience. C'est une expérience où donc les gens sont accompagnés au fur et à mesure de tout ça. Moi, ce que je trouve trop cool, quand j'ai préparé un peu l'interview, là, ce que je trouvais trop cool, c'est que c'est exactement ce qu'on enseigne dans Anyone Can Scale. Ce qu'on fait chez Coup d'État, c'est de dire on va prendre un job qui est à la base non scalable comme la RH, quoi, et le transformer en quelque chose qui scale, pas forcément à 100% parce que c'est pas toujours possible, il y a de l'humain, etc. Vous avez fait 2 ans de R&D avant d'arriver à la première version. Juste avant, on parlait du fait que livrer un MVP, c'était compliqué. Tu peux nous raconter ça? Ouais. En fait, déjà, moi, j'avais un cabinet de consultants où on faisait de l'accompagnement des gens dans leur carrière. Donc, les aider à trouver leur prochaine étape, pour qu'ils trouvent cette fameuse place. Et à un moment donné, on avait accompagné 1000 personnes, 1200 par an. Et les gens disaient, ouais, c'est un déclic, reprise de pouvoir sur ma vie. Donc, les retours étaient super. Je me suis dit, mais 1000 personnes. Ça devrait bénéficier à des millions, quoi. Et donc, du coup, c'est là que t'es entrepreneur, t'es un peu fucked up, quoi. Tu te dis, au lieu d'être content de tes 1000, t'es frustré que ce soit pas des millions. Ça vient d'où, ça?
Ah ouais, ça c'est, on a chacun nos petits problèmes. Hein. Ouais. Ouais. Mais il y a un petit problème de c'est jamais assez, ben ça fabrique des entrepreneurs, tu vois. Et du coup, je me disais, il faut que ça bénéficie à tout le monde, donc on va essayer de s'auto-disrupter en gros et de transformer nos consultants en une application quoi. Donc alors au début, voilà, le monde des RH, des coachs, c'est de l'humain, tu peux pas remplacer, etc. Ok, on va essayer, on va voir. Et puis finalement, au bout de 2 années de R&D, on s'est rendu compte qu'il y avait 80% de ce qu'ils faisaient qui était réplicable. Donc, on pouvait automatiser. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le premier coach digital de carrière qui a émergé. Et puis, il y a effectivement 20% de ce feeling, de l'alchimie, des trucs que tu lis entre les lignes. Bon, qu'on n'a pas réussi à automatiser. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà 80% de ce qu'on faisait avec un humain. N'importe qui peut y avoir accès aujourd'hui avec une application. On a déjà changé pas mal la donne, quoi. Vous servez combien de clients par an aujourd'hui? Aujourd'hui, d'utilisateurs 30 000, okay. Mais on vend ça aux boîtes. Donc en fait, on a une trentaine aujourd'hui de grandes entreprises qui utilisent le service. Mais oui, entre 30 000 et 1200, ça fait déjà une sacrée différence. Et encore, j'ai envie de dire, on est encore qu'au début. Et les impacts sont les mêmes. C'est-à-dire que les gens racontent la même expérience de je reprends le pouvoir sur ma vie, j'ai eu un déclic, j'ai compris que j'ai de la valeur. Enfin, donc finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on pensait avant qu'était un métier d'accompagnement de l'humain, en fait, c'est pas de l'accompagnement, c'est de l'empowerment des individus. C'est les rendre capables d'être conscients d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont capables de faire, dans quel environnement ils ont envie de le faire. Et ça, ça peut passer par un humain avec qui tu discutes, qui t'accompagne. Ça peut passer par un autre type d'expérience plus individuelle, comme celle qu'on fait avec Jobmaker. C'est quoi la différence entre accompagner et empowerer? Enfin, j'entends ce que c'est empower du coup, mais... Les deux peuvent être reliés, mais l'empowerment, c'est développer des capacités individuelles à faire par soi-même. Donc, quand tu as fait Jobmaker, en fait, après, tu sais te poser les bonnes questions par toi-même, identifier, tes exploits, tes réalisations, tes forces, les critères qui comptent pour toi dans ton job, repérer les opportunités, savoir te pitcher. Une fois que tu l'as fait et que tu le refais une ou deux fois, finalement, c'est une compétence que tu acquiers. Et tu n'as plus besoin de quelqu'un pour t'accompagner à le faire. Donc, tu es plus autonome, plus libre. Donc, c'est donner les outils aux gens pour se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes, quoi. Et les entraîner aussi. Et les entraîner. Ouais. Il y a un truc de répétition. Ouais. De développer des capacités, l'entraîner, et puis après, t'es capable de le faire par toi-même, quoi. C'est quoi, comment tu dirais à un jeune qui nous regarde aujourd'hui, qui a un peu du père dans sa vie et qui se dit je vais jamais trouver un métier où ça va me correspondre, que tu lui donnerais quoi comme conseil pour commencer? Pour commencer, déjà de changer d'état d'esprit. Si tu commences en disant je vais jamais trouver un truc qui va me correspondre, voilà. Tu fais comment pour changer d'état d'esprit? En fait, c'est finalement se poser tout simplement la question de si tu pars de ce que t'es réellement, si tu prends le risque de vraiment vouloir quelque chose qui te correspond, t'as beaucoup plus de chances de le trouver que si tu pars en disant que tu le trouveras jamais. Donc peut-être que quand t'es jeune, c'est un risque à prendre, parce que dans un des cas, t'es sûr de pas y arriver, et dans l'autre, t'es pas sûr d'y arriver, mais t'as quand même beaucoup plus de chances. T'as un peu rien à perdre, ouais. T'as rien à perdre. Et la première des choses, c'est regarder ce que t'as fait dans ta vie où t'as pris du plaisir et dont t'es fier. Et déjà là, quand tu trouves le point de rencontre entre les choses que tu as fait, donc tu es fier, tu es assez plutôt bon, a priori, et en même temps tu as pris du plaisir, là tu as un filon à tirer sur ce que tu peux devenir et là où il faut que tu te positionnes en fait. L'enjeu, c'est d'avoir un positionnement un peu radical. Le pire des choses, c'est de se dire je peux faire ça, mais aussi je peux faire ça, mais si vous voulez, je peux faire ci, je peux faire ça. Là, tu te perds complètement. On est tous singuliers. Et il faut pas avoir peur d'affirmer sa singularité parce que c'est comme ça que tu vas trouver des gens qui ont justement besoin de toi parce que c'est toi. Si tu peux faire un peu tout, pourquoi je vais te choisir toi? Mais si tu peux faire que ça, tu vas aller voir telle personne, elle va dire mais moi ça m'intéresse pas. Ok, ça l'intéresse pas. Par contre, tu vas tomber sur la personne qui justement a besoin de ça et là tu fais un beau match. Et comment tu fais si t'as pas de soutien, tu vois, genre tu peux être dans un entourage où personne comprend vraiment cette quête, le simple fait de partir en quête de la chose qui te fait vibrer,
les gens peuvent ne pas comprendre autour de toi, tu peux avoir énormément de barrières, ça demande énormément de courage. On est dans une société qui n'encourage pas ça, même si ça change et c'est de mieux en mieux. Mais c'est clair que là, t'as une vraie égalité sociale sur le fait d'avoir des environnements qui ne comprennent pas d'avoir envie d'être en phase avec sa singularité. Tu viens d'un milieu super favorisé, il faut que tu sois dans l'élite. Tu viens d'un milieu défavorisé, tout est mieux que rien. Donc finalement, c'est effectivement, c'est chacun qui a sa responsabilité individuelle à ce moment-là de se dire que, regarde finalement les gens autour de toi. Est-ce que tu as envie de vivre le travail comme eux? Si oui, vas-y, fais ce qu'ils te disent. Sinon, écoute-toi. Ok. Ça demande de la force, mais c'est tellement plus efficace. C'est tellement plus efficace. Et cette approche-là, c'est ta vision pour Jobmaker? C'est ce que tu veux mettre en place? C'est ce que tu veux apporter au monde? Moi, ce que je veux apporter au monde, c'est que les gens, effectivement, aient cette force, donc c'est-à-dire un état d'esprit et des capacités aussi opérationnelles de faire le chemin professionnel qui leur correspond et pour lequel ils sont faits parce qu'ils sont eux-mêmes. Et donc donner ce pouvoir aux gens en fait. Et toute ma vie d'entrepreneur, j'ai cherché à construire des solutions qui donnaient ce pouvoir aux gens. Et une fois que je les ai trouvées, je me suis dit comment je fais pour le faire passer à l'échelle. Ouais. Et ça, c'est une vision parce que je crois fondamentalement, c'est une fois, dans le potentiel des gens et qu'en fait, si t'es à la bonne place au bon moment, tu peux te déployer à l'infini. Et aussi parce que quand j'étais étudiante, tu l'as dit, j'ai monté une organisation étudiante et j'écoutais les gens, donc j'étais sur le terrain, j'étais partout en France, 4 jours par semaine, je passais ma vie sur les campus de fac, tu vois, et je passais ma vie à discuter avec des gens. Et je voyais que ce que les gens voulaient, c'était ça. C'était leur désir secret, c'était de se dire j'ai envie d'une vie professionnelle qui me ressemble en fait. Mais avec un peu ce truc de j'ose pas, de j'ai la pression de la société. Et donc en fait, c'est pas juste moi et ma foi en l'individu, c'est aussi je voyais que c'était une aspiration profonde des gens. Après, c'est devenu génération Y, les nouvelles générations veulent autre chose, la quête de sens, tout ça. Donc aujourd'hui, on y est là-dedans. Donc la société a bougé là-dessus. Oui. Maintenant, il faut équiper les gens. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Jobmaker. C'est-à-dire comment on va te donner un outil, une application qui va te guider dans le fait de savoir te poser les bonnes questions, savoir comment y répondre, prendre un certain nombre de réflexes, de recul sur ta vie professionnelle pour te dire « Ok, là où j'en suis, est-ce que je suis toujours OK avec ce que je fais? Si j'ai envie d'évoluer, par où je commence, par quelles questions, comment j'avance ?» Et ça, l'application, son ambition, c'est d'équiper les gens pour qu'ils soient capables d'avoir les moyens de répondre à cette envie de trouver la place qui leur correspond, quoi. J'ai une grande question un peu philosophique, tu vois, que je me pose constamment depuis que j'ai repris Coup d'État et probablement depuis très longtemps dans ma vie, qui est comment tu fais pour dissocier la vision de l'exécution? Donc la vision à très long terme, qui est une sorte de grand rêve, de tu veux apporter cette méthode aujourd'hui, empower tous ces gens à trouver leur place, leur singularité, etc. Et ce que tu fais au quotidien, c'est ce dont tu me parlais juste avant sur le MVP, tu vois. Genre t'es là, ma vision c'est d'aider tout le monde à trouver sa place et que tout le monde explose et que ce soit incroyable. Là maintenant, je sors une app qui est un peu éclatée. Ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Alors au début, quand on a créé Jobmaker, effectivement, alors moi j'avais en plus l'expérience de comment on fait quand on est un humain. Donc j'avais envie que ce soit exactement pareil, mais dans un produit, tu vois. Bon déjà. Compliqué. Ouais. Voilà. Et puis après, j'avais la vision du produit, mais dans la tête, mais c'était hyper clair. Donc c'était bien parce que du coup, j'ai pu faire des spécifications très précises, mais j'allais beaucoup trop loin dans ma vision, quoi. C'était le truc absolu. Non, il faut qu'il y ait ça aussi et ça aussi et ça et il manque, etc. Et puis en fait, quand j'ai regardé, voilà, on a combien de cash, on a combien de temps, à quel moment il faut que ça sorte, j'ai dû faire un certain nombre de coupes et dire voilà, on est arrivé là. Dans ma tête, on allait aller jusque là. Non, là maintenant, on s'arrête là. Et il y avait une exigence. Pour moi, c'était que l'impact soit le même. Oui, le service peut être beaucoup plus joli, beaucoup plus de fonctionnalités, plus complet, etc. Mais
quel est le fond de l'impact qu'on veut avoir avec ce produit. Et ça, c'est ce que je te disais avant, c'était que les gens ils disent j'ai eu un déclic, j'ai repris le pouvoir sur ma vie professionnelle. Et à partir du moment où on a testé et on a eu les 10 000 premiers utilisateurs et qu'on a eu 2000 témoignages où les gens, ça revenait ce message, là, je me rappelle, c'était des trucs de fou. Ce message de j'ai eu un déclic, j'ai repris confiance, j'ai repris le pouvoir sur ma vie, en fait je suis offreur, je suis pas demandeur. Et là on voyait tous les témoignages, je me dis ok c'est gagné. Et là j'ai compris, il fallait savoir où est l'essentiel de ton produit dans la valeur que tu veux créer. C'est ça le MVP, un minimum valuable product. Ça veut dire exactement ça. Donc j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est vrai que quand tu es à l'opérationnel, c'est pas si évident. Et là, j'ai compris que tout le reste, c'était des choses pour satisfaire finalement l'exigence que j'avais par rapport à ma vision, mais que pour mes clients, c'était pas ça qui était décisif. Et du coup, après, par exemple, à un moment, pendant 2 ans, il y avait un truc de design qui m'insupportait. On s'était arrêté là parce qu'il fallait mettre sur le marché et j'étais là genre, il faut qu'on change ça, il faut qu'on change ça. Et je me challengeais quoi, de dire, non, c'est pas prioritaire d'un point de vue du business. Je vais rien gagner en termes de business. Je vais pas gagner d'argent, je vais pas gagner d'efficacité. C'est juste que moi, ça me plaît pas. Mais en fait, on s'en fout. Tu ressens quoi à ce moment-là? Je me mets en empathie totale avec mon client. Ça, c'est pour régler, mais toi, à la base, c'est quoi? C'est de la honte? C'est du… Ouais, je suis pas fière. C'est un truc, c'est ce truc de design, c'est pas moi, c'est pas ma boîte, c'est pas le brand que je voudrais avoir. C'est là, et franchement, tout le monde s'en fout. Et le truc, il a tenu, mais je te jure, j'ai fait une performance, il a tenu pendant 2 ans, où tous les jours, je le voyais, et tous les jours, je disais, c'est pas pour maintenant qu'on va le changer, quoi. Et à un moment donné, quand on commençait à avoir des retours des clients sur ça pourrait être quand même plus moderne, etc. On dit ok, ça, maintenant on le change. C'est pas moi qui ai envie de le changer, parce que moi, je suis garant du fait que le produit serve l'impact et la valeur qu'on veut créer, pas le fait que moi je trouve ça joli. Ouais, de fait, mais c'est… C'est une lutte. C'est une lutte, ouais. Combien de temps elle dure cette lutte? Parce qu'on dit tout le temps à tout le monde, nous ici. C'est un conseil que j'arrive même pas à appliquer moi, tu vois. Lance ton truc avant d'en être fier, parce que si tu es fier du produit quand tu le lances, c'est que c'est trop tard. Ouais. Ça dure combien de temps d'assumer ce truc-là mais toujours, pour toi, ça a duré combien de temps? Mais c'est simplement à un moment donné, tu focuses sur autre chose. Moi aujourd'hui, quand je vois les salariés des boîtes, les témoignages qu'ils font, ce qu'ils racontent de ce que ça a changé sur leur vie, comment les RH ils disent que en fait ça a changé la relation parce qu'ils ont en face des gens qui savent ce qu'ils veulent, avec qui ils ont une relation d'égal à égal, et pas des gens qui leur disent j'aimerais changer, qu'est-ce que tu me proposes. Enfin, c'est-à-dire qu'on est en train de faire passer les entreprises d'un truc maternant à un monde dans lequel il y a des individus responsables qui se parlent d'égal à égal. Franchement, la page de design, du coup c'est plus ma priorité. Okay, ouais. Parce que je focus sur l'impact que j'ai et qui par ailleurs est mon business. Et parce qu'il y a cet impact, du coup, je l'obsède chez mes clients. Et c'est là-dessus que je mets mon focus. Et tu bosses beaucoup? Oui, je confirme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire… alors moi, je suis maman. Ouais. Donc, j'ai une vie, une semaine de maman et une semaine d'entrepreneur qui bosse comme une tarée. Ok. Comment t'en es arrivé à cette décision-là? C'est pas une décision, c'est que j'ai ma fille une semaine sur 2. D'accord, ok. Et de fait, ça m'a créé ça, et c'est pas mal parce que alors c'est frustrant quand je pars du boulot à 5h. Ouais. Et que j'essaye de pas travailler le soir jusqu'à minuit pour être cool le matin, etc. Mais ça me fait aussi prendre beaucoup de recul. Donc, je te cache pas que j'ai quelques petits miracle morning de temps en temps où je me bosse un peu le matin de 6 à 7h30 pour pouvoir pas trop prendre de retard. Mais en fait, si tu veux, la quantité de travail pour moi, c'est pas un sujet. Parce que j'ai dans ma vie d'entrepreneur, j'ai bossé autant à différentes époques et à des moments où ça me consumait et à des moments où ça me nourrit. Okay. En fait, c'est est-ce que tu es en train de faire ton devoir et de subir, ou est-ce que tu es aligné avec ce que tu es en train de faire et tu as beaucoup de sujets, mais à chaque fois que tu travailles, en fait, ça te nourrit. Et ça, c'est ce qui montre que tu es dans la bonne direction ou pas.
Donc quand tu te lèves à 5 heures le matin pour bosser, c'est pas par culpabilité, c'est vraiment juste parce que tu as envie d'avancer, quoi. C'est pas une question de culpabilité, mais c'est surtout quand je bosse à ce moment-là, je sens que je me nourris. Ok, ouais. Et à d'autres époques, quand je bossais, il faut que je finisse ça jusqu'à minuit, etc., je me consumais et je m'épuisais. Ouais. Et en fait, ça, je pense que c'est ce qui montre que tu es sur la bonne stratégie, en train de faire les choses essentielles et en travaillant avec les bonnes personnes. Et ça, tu le ressens dans ce que te fait ton travail. Est-ce qu'il te coûte ou est-ce qu'il t'apporte? Ça veut dire quoi, travailler avec les bonnes personnes pour toi? Déjà, c'est un truc vital. Et honnêtement, quand on monte une boîte, moi j'en ai fait l'expérience à plusieurs moments dans ma vie d'entrepreneur. Tu as une vision, tu es genre obsédé par le fait que ta vision elle devienne une réalité, tu vois. Et tout est bon sur le chemin pour que ça le devienne. Tout est bon comme pas t'associer avec les bonnes personnes, comme aller chercher de l'argent chez des investisseurs qui te donnent du cash et du coup tu peux faire et c'est génial, sauf que ces gens-là, ça devient aussi leur boîte et pendant longtemps tu vas devoir bosser avec eux, ou comme recruter des personnes où j'ai besoin opérationnellement de cette personne et puis bon c'est pas exactement la personne que je voudrais mais c'est pas grave. Et cette frénésie-là en fait, je pense que c'est un danger. En même temps c'est ce qui nous anime en tant qu'entrepreneur, donc c'est pas évident. Mais honnêtement, choisir tes bons associés, prendre le temps de faire un pacte, comme le contrat de mariage, tu vois, qui soit propre, qui soit étudié. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui part? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a toutes nos parts du capital maintenant? Ou est-ce que ça va se débloquer dans le temps? Tous des sujets, t'as pas du tout envie de parler de ça quand t'as cette frénésie pour que ton produit sorte et le mettre sur le marché. Mais honnêtement, si tu le fais pas au début, c'est trop tard. Et c'est très très dommage d'avoir ce genre de problème alors que ton business marche parce que sur le moment, tu t'es précipité dans l'euphorie. T'as vécu ça? Oui. Donc maintenant tu sais quoi? Maintenant je sais. Et donc t'as fait ça au début de Jobmaker? Ouais, j'ai été pas du tout assez vigilante sur les packs d'associés avec les cofondateurs, sur le choix de mes investisseurs, sur les packs d'associés parce que je me disais super, on s'associe, les compétences sont complémentaires, super, ils veulent investir dans ma boîte, j'ai du cash, je vais pouvoir faire ça. Sauf que, après, ça marche, t'es content. Et puis, il y a d'autres sujets qui se posent et tu te rends compte que t'as pas du tout bien clarifié et cadré les choses. Et ça te consume une énergie dans la tête où tu peux mettre ton business en péril parce que c'est comme les histoires de contrat de mariage. Quand tu te maries, t'as pas du tout envie de faire un contrat de mariage. Et puis après, tu passes 10 ans à dépenser tout ton argent en avocat. C'est un truc complètement absurde. Et c'est vrai que c'est pas agréable de le faire sur ce moment-là. Mais honnêtement, c'est vital. Il vaut mieux le faire quand tout va bien que quand tout va mal, quoi. Il faut le faire au début. Ouais. Il faut que les choses soient claires. Il faut partir sur des bases qui sont saines. Et des investisseurs, ça c'est un autre sujet aussi. Souvent, quand on crée une boîte, ce qu'on veut, c'est de l'argent. Et on pense pas que celui qui nous donne un jeu, oui, bon, je lui expliquerai mes trucs ou je ferai mon petit reporting, etc. Non, ce sont tes associés. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, quand tu la regardes, tu te dis, on va faire une boîte ensemble? Vraiment, genre ils vont porter cette boîte, genre tu le vois on stage en train de parler de ta boîte, tu vois, et ça c'est normal parce que tu te dis attends, on arrive, voilà, tu veux 500 000 balles ouais, pour grave. ton projet, bah ouais, grave, Ouais. attends 500 000 balles, mais carrément quoi, j'en rêve, c'est trop etc. cool, ça casse un peu le mythe de je veux lever des fonds à tout prix. Ouais, lever des fonds, mais après. Quand tu te retrouves avec ces gens-là qui ont, je sais pas, 20% de ta boîte, c'est leur boîte, autant que la tienne. Et parfois, ça peut s'inverser, ils peuvent avoir plus de ta boîte que toi. C'est juste que leur rôle est différent. Leur rôle au sein de l'organisation est différent. Mais du coup, c'est leur boîte, ouais. Si tu travailles avec des gens qui au quotidien te coûtent parce que c'est pas avec eux que tu voudrais travailler, en fait, toi, tu perds ton talent. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, un entrepreneur, c'est un talent précieux. Pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit dans le bon environnement. Et ton premier environnement, c'est qui? C'est tes investisseurs, c'est tes associés, c'est tes salariés. Et si là-dessus, tu es en friction, tu es en tension, tu n'es pas aligné, mais c'est toi qui vas perdre de la valeur. Donc, tu vas mettre ton business en péril. Vous parlez beaucoup chez Jobmaker du fait que, enfin, tu l'as même dit tout à l'heure, du fait qu'en tant qu'employé, tu ne dois pas te considérer comme en demande, mais comme une offre.
c'est un mécanisme sociétal qu'on observe partout. Moi, tous les gens autour de moi, dans les startups, dans les PME, quoi que tu veuilles, ils te disent c'est impossible de recruter, c'est hyper dur, il y a un énorme changement justement qui va dans ce sens-là. Ça veut dire quoi en tant qu'entrepreneur de recruter en 2020 vis-à-vis de tout ce que tu viens de dire aussi, tu vois, ouais, bien sûr. s'entourer. Moi, je vois qu'aujourd'hui, l'équipe de Jobmaker qui est super alignée, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes attentes dans le travail, qui ont un mode de fonctionnement, une vitesse, un engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends du travail ? Tu peux de l'argent, des potes, tu vas avoir des startups où tout le monde est là, c'est des potes, after work, toutes les histoires de flirt, c'est au milieu. Voilà, ça va être une ambiance où tu vas avoir des gens qui sont là, ils sont au boulot, super bonne ambiance, mais quand le boulot est fini, de temps en temps avoir un coup, mais ils ont leur vie, ils sont très autonomes. C'est-à-dire que où tu positionnes le travail dans ta vie, quel est ton niveau d'engagement, quel est ton niveau d'attente par rapport aux autres, est-ce que c'est l'argent, est-ce que tu es prêt à bosser à fond parce que toi c'est l'aventure, ou est-ce que non, moi de là à là, et ça, il faut qu'il y ait une homogénéité, au moins dans les 20 premières personnes de la boîte, pour que tu aies un effet de organisation, c'est bien organique, et donc que tout ça crée une dynamique ensemble. Et je vois sur ces gens-là, ce qui est très difficile quand tu es entrepreneur, moi je trouve, c'est que tu as des besoins opérationnels qui piquent. C'est-à-dire, à un moment donné, tu grossis et t'exploses de charge de travail, toi et tes équipes, et il faut des gens. Il les faut maintenant. Et en même temps, si tu veux réussir cet aspect organisation, il faut que tu sois intransigeant. Et que dire non, il faut pas que tu t'intoxiques toi-même en te disant oui, c'est la bonne personne, parce qu'en fait, tu en as tellement besoin opérationnellement que tu te racontes l'histoire que ça va et qu'au final, ça va pas. Et quand ça va pas, c'est très compliqué. Parce que déjà tu peux avoir des problèmes qui te prennent la tête, et puis si c'est pas vraiment aligné, t'as pas cet effet organique de l'organisation. Donc il faut être super et accepter de pas vouloir certaines personnes, d'être exigeant, de mettre tes cadres et de dire non. Et ça, c'est une tension qui est hyper compliquée, surtout pour les startups où tu as des dynamiques de croissance hyper fortes et dont ton exigence opérationnelle elle est vitale. Donc et tu vas me dire, et donc Non, mais donc comment on fait? Non, mais je trouve ça terrifiant en fait. Et du coup, je t'avoue que j'ai pas de solution miracle. Par contre, je sais ce que nous on a choisi, c'est d'avoir des profils homogènes en termes de seniorité, plutôt que d'avoir 3 juniors moyens. On a des très gros profils, moins nombreux, mais qui ont une capacité de travail et de niveau beaucoup plus important. Et donc, on est beaucoup plus exigeant sur cela. Ouais. Et donc, c'est très structurant pour la boîte. Où est-ce que tu mets le curseur entre préparer à l'avance quel type de personne il te faut dans ton organisation et essayer de trouver cette personne et tester à l'instinct et voir si ça passe ou ça casse? Comment tu choisis entre les deux? Parce que c'est terrifiant. Genre, j'arrête pas de donner des conseils aux gens tout le temps qui sont test, tu verras bien. J'ai l'impression que c'est un des domaines où c'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup moins facile en tout cas que d'itérer sur un produit, tu vois, étant donné que t'as quand même, c'est la vie des gens. Comment tu fais? C'est assez dommage d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, temp to perm, c'est ça. C'est le mec il arrive dans le bureau, j'aimerais bien bosser avec vous, vas-y, viens demain, et puis on bosse et puis on voit ce qui se passe. Donc c'est pas du tout la culture, donc c'est vrai que c'est pas évident, alors que j'ai envie de dire, s'il y a bien un sujet où tu as besoin de voir la réalité par rapport à un entretien de comment tu bosses, moi je trouve que avoir des séances de travail avec les gens où tu vois comment on réfléchit, comment on interagit, etc., c'est vraiment un moment important. Donc tu fais des phases de test en fait? Pour moi, il y a 3 choses. Il y a toi, est-ce que tu es aligné? Ok. Est-ce que tu es en train de dire putain, là, j'ai trop de galères opérationnelles, il me faut vite des gens? Et là, tu es déjà en train d'être prêt à prendre des gens qui tu devrais pas prendre. Ouais. Donc toi, est-ce que déjà tu es bien à l'endroit où tu devrais être par rapport à ton positionnement professionnel, à ce que tu exiges vis-à-vis de toi-même, tu vois? Comment tu reconnais ça?
Bah, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. Attends, on est parti dans un truc mystique. Ah ouais, mais c'est trop bien, j'adore le truc mystique. Vas-y. C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que franchement, si tu es en train de recruter et que tous les soirs tu es en train de pleurer parce que ça va pas du tout et que tu as trop de boulot, etc., tu vas juste recruter des gens pour boucher des trous opérationnels et tu vas pas avoir le focus sur est-ce qu'ils sont bien alignés avec le mindset que je veux dans ma boîte, tu vois. Ouais. Après, il y a déjà donc toi, Ouais. il y a les critères que tu as là-bas, c'est-à-dire au bout d'un moment, tu as identifié avec les gens avec qui ça se passe bien, qu'est-ce que vous avez en commun. Moi, je pense que c'est pas toujours évident de le faire a priori, mais par contre, les gens avec qui ça se passe bien, qu'est-ce que vous avez en commun? Et ça devient des critères. Est-ce que tu les retrouves chez une autre personne que tu recrutes en allant les challenger? Et puis après, le troisième truc pour moi, c'est aller faire une séance de travail ensemble pour voir comment ça circule, quoi. Donc c'est comment t'es toi, est-ce que t'es centré, est-ce que t'es aligné avec toi-même, qu'est-ce que les gens avec qui ça se passe bien ont en commun et comment tu vas les challenger chez les personnes que tu recrutes, et ensuite séance de travail. Mais je crois qu'il y a tellement pas de vérité sur ce truc-là. Ouais, ta vérité à toi. J'ai fait tellement d'erreurs et je réussi des choses. Enfin, c'est vraiment un challenge renouvelé, et pourtant c'est ma 3e boîte. Ouais. Et vraiment, à chaque fois, c'est un challenge qui est renouvelé, quoi. Comment tu fais quand ça se passe mal, quand tu dois te séparer de quelqu'un? Alors, quand ça se passe mal et que je dois me séparer de quelqu'un, avec le temps, j'ai une règle: le plus vite possible. Ok. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris dans ma vie d'entrepreneur que quand ça se passe effectivement mal, que tu as fait un point et que 3 semaines plus tard, tu as les mêmes problèmes, que tu refais un point, que 3 semaines plus tard, tu as les mêmes problèmes, il faut, pour tout le monde, faut savoir couper vite et net. Mais pour la personne, comme pour soi, comme pour la boîte. Ouais. S'enfermer dans une relation où, en gros, toi, t'es pas content de la personne, elle le sent, elle perd de sa valeur, elle fait des trucs encore moins bien, ça crée une tension, il y a de l'aigreur. Enfin, c'est que du perdant-perdant. Alors que c'est pas que la personne elle est pas bonne, et ça c'est ma conviction, c'est que elle est pas à la place à laquelle elle devrait être pour éclore dans son talent. Donc à quoi ça sert de s'acharner, en fait? Et ça c'est d'ailleurs moi je suis assez à l'aise avec ça par rapport à ce qu'on prône chez Jobmaker, parce que je le dis aux gens dans l'autre sens. Il faut savoir partir au bon moment. Reste pas dans un job dans lequel tu sens que t'es pas bien, que tu performes pas, que ça te correspond pas, que la boîte t'arrives pas à y croire. Où tu vas en faisant ça? Ouais. Nulle part. Tu vas aller que en descente. Donc pars le plus vite possible pour trouver un endroit dans lequel tu es en train de te développer, de construire, de monter. C'est la limite entre abandonner et faire autre chose, quoi. Est-ce que là je vais juste abandonner parce que je suis pas fort? Ou est-ce que là, je vais me barrer parce que c'est pas sain pour moi, tu vois? Ouais, j'avais écrit un article qui s'appelait Le bon moment pour partir, et c'est vraiment, c'était l'histoire de Teddy Riner. J'ai pas lu. En fait, Teddy Riner, il était 8 fois champion, et puis est-ce qu'il fallait qu'il aille aux Jeux Olympiques, remettre son titre en jeu, ou est-ce qu'il fallait arrêter au moment où tu es 8 fois champion? Enfin, tu vois, c'est savoir un peu à quel moment il faut que tu arrêtes. Est-ce que c'est quand tu es au bout du bout? Ou est-ce que c'est avant? Peut-être au bout du bout. Je pense que c'est complètement interne. En fait, chacun a sa boussole. C'est-à-dire, et ça, c'est un truc qu'il faut savoir travailler dans notre monde. C'est-à-dire, à quel moment tu es dans la persévérance, et à quel moment tu es dans l'acharnement en force, et même un peu dans le déni. C'est-à-dire, tu vois pas que c'est mort, mais tu continues. Honnêtement, je saurais absolument pas dire. Parce que moi-même, en tant qu'entrepreneur, il y a eu plein de fois où je me suis dit non mais là, je peux plus. J'ai fait mon max, je peux plus. Et puis 2 semaines plus tard, en fait, j'avais pas fait mon max. J'arrivais à trouver une autre ressource et puis les trucs repartaient. Il y a quand même un truc, il faut que ton business il marche à un moment donné. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance que Jobmaker, on le vend, les clients sont contents, ils renew, ils upsell. Après, on a parfois plein d'autres difficultés, mais si t'as pas ça, il y a un moment donné, il faut voir, t'as pas un product market fit
Donc, il y a un moment donné, faut l'accepter, quoi. À quel moment? Parce qu'il faut quand même tenter plein de choses différentes. Je sais pas te le dire. Ouais. Je pense que c'est aussi très personnel, ouais. C'est personnel et puis c'est pas du tout une science et c'est aussi toi le moment où vraiment t'es plus du tout en train de te nourrir, quoi. T'es en train d'être vampirisé. C'est-à-dire t'as comme une hémorragie énergétique, quoi. Chaque jour, t'as moins de force, t'as moins d'énergie, t'as moins de courage, t'as moins de foi. Et ça, tu te mets en danger quand t'es en train de faire ça. Donc, soit t'arrêtes, abandonne. Soit, ce que tu peux faire aussi, c'est changer radicalement ta manière d'aborder les choses. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné où vraiment j'avais une difficulté, où j'avais l'impression qu'elle se reposait inlassablement. Et je me suis dit, bon, bah, j'arrête, quoi. Et en fait, j'ai parlé avec quelqu'un de l'histoire de rencontre et qui me dit, mais plutôt que d'arrêter, et si tu faisais radicalement différent? Par exemple, en faisant il m'a donné une idée, tu vois. Et je lui dis, ok, j'ai rien à perdre, je vais essayer. Et en fait, ça a fonctionné. T'as testé un truc random, radicalement quoi. différent, Ouais. c'est-à-dire changer complètement ma façon de faire. Et donc, en tout cas, il faut arrêter de faire pareil. Ouais. Soit t'arrêtes tout, Voilà, c'est ça. soit t'arrêtes de faire la même chose. Voilà. Faut tâtonner, ouais. Ouais. Il y avait une interview que je regardais de toi où tu me disais que tu avais changé de style de leadership, que tu étais passé plus de la performance, enfin de la quête de la performance à la quête de faire grandir les gens au sein de la boîte. C'est quoi la différence? Bah, on va dire que moi, tu vois, j'étais dans ce monde de la politique, leader étudiant, etc. Honnêtement, c'est un monde top-down. Il n'y a pas plus, quoi. T'as un leader. Hyper hiérarchique. Quand c'est toi qui passes au JT tous les 3 jours, voilà, c'est comme ça. Si t'as décidé que c'est ça, c'est ça. Je le défends pas, hein. Mais ça, plus le fait que j'étais jeune, enfin, toi, c'est très top-down dans ma manière de diriger. Et en fait, ça m'a frustrée. Parce que du coup, si t'es top-down, t'es avec des gens qui sont exécutants. Et en fait, j'étais frustrée de ne pas avoir des gens qui soient plus entrepreneurs. Et du coup, j'ai compris que c'est moi qui devais laisser de la place aux autres pour amener leur vision, leur façon de faire les choses, et que je pouvais pas maîtriser l'objectif et le chemin. Je te donne un objectif, ben, c'est toi qui vas le faire à ta façon. Et ça, il fallait lâcher. Et Comment tu lâches? Comment tu lâches? Je sais pas comment tu lâches. Tu lâches. Ouais. Tu te la fermes, quoi. Tu te Force. tais. Ouais. Tu te tais. Tu t'interdis. T'as donné un objectif à quelqu'un. Tu lui as donné la responsabilité de quelque chose. Tu t'interdis d'intervenir sur le chemin de ta réalisation. Ensuite, tu te poses. Tu fais le point, tu fais les retours, il y a une itération, mais tu peux pas lui donner et lui reprendre. L'itération, elle est à quel moment? Elle est au moment où c'est sorti au public ou elle est avant? Ça dépend des sujets, mais il faut le définir dès le départ ensemble. Mais aujourd'hui, pour moi, ça a changé radicalement. C'est-à-dire que dans ma team aujourd'hui, j'ai une telle confiance dans les gens, genre je ne check jamais ce qu'ils font. Jamais. Si on me demande mon avis sur quelque chose, je le donne. Mais s'ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de mon avis pour faire quelque chose, c'est eux qui savent. Et c'est un bonheur, mais incroyable. En termes aussi de ce que je peux faire pour les aider à monter, je suis plus du tout dans la même posture. Et moi aussi dans ma façon de me développer. Et puis dans le plaisir qu'on a au quotidien aussi tous. Parce que ça nous renforce. Ouais, puis ça te permet, toi, d'avoir une organisation qui grossit. Plutôt que juste des gens qui font ce que tu leur demandes. Ouais. Mais ça, c'est des personnalités. Attention, enfin, faut être en phase avec soi-même encore. Ouais. C'est-à-dire que il y a des gens, c'est vraiment des managers. Donc, ils vont être dans le top-down, mais laisser un peu la responsabilité, suivre les gens, faire les retours avec une méthode, etc. C'est leur façon de fonctionner. Moi, je suis un peu autogestion, tu vois. J'aime bien l'indépendance des gens. Et il a fallu que, si c'est ça que tu veux, moi, que je devienne ça aussi. Mais après, ça, c'est un truc dont tu peux te rendre compte qu'à posteriori. Il faut avoir testé des façons de faire différentes. Tu peux pas te poser sur une table avec une feuille et dire moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'ai trouvé ma façon de manager une équipe. Bien sûr. Tu es obligé de tester. Tu es obligé de tester et puis tu es obligé de regarder vraiment. De toute façon,
pour moi, entrepreneur, c'est un miroir impitoyable sur soi. C'est-à-dire que tu peux te raconter des histoires, mais enfin, à un moment donné, t'as la réalité en face de toi, elle te raconte tout ce qu'il y a à savoir, tu vois. Comme je te disais, moi, je voulais décider, mais en même temps, j'étais frustrée que les gens soient pas assez autonomes. Bah, à un moment donné, meuf, ça peut pas marcher. Tu peux pas tout décider et avoir des gens super entrepreneurs, super autonomes. Donc, qu'est-ce que tu veux? Des gens super entrepreneurs, super autonomes. Ok, bon, bah, tu te la fermes. Tu laisses les autres décider. Et tu deviens. Tu pilotes, tu t'animes. Donc, c'est ça aussi, se donner les moyens de ce que tu veux. Enfin, toi, entrepreneur, c'est ça. Tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Bah, ça va jusque dans ta manière de manager les gens. Ouais, c'est devenir la personne que tu as envie d'être. Ouais. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un entraînement intense de s'interdire, par exemple. En l'occurrence, là, de s'interdire de faire des feedbacks constants aux gens. Enfin, je creuse là-dedans parce que j'ai énormément de gens qui ont peur, une peur bleue de déléguer. De peur que ce soit pas aussi bien fait que si c'était eux, de peur de ci, de mi, tu vois. Et il y a un vrai travail, quoi. Bah ouais, tout le monde peut être un entrepreneur. Par contre, il y a quand même, moi je trouve, des conditions. C'est-à-dire que déjà, il faut être habité par une vision. Moi, je vois plein de gens qui viennent me dire « Ah ouais, j'ai une idée, je vais faire une app pour trouver un job. » Ouais, ok. C'est une idée, c'est pas une vision. Une vision, c'est, tu vois, là, tu t'assois avec un entrepreneur ou moi, et la fille ou le gars, elle va t'en parler pendant 1 heure. Pendant 1 heure, le flow, et encore, faut l'arrêter. Parce qu'en fait, c'est un produit, c'est un effet sur les gens, c'est un marché. C'est pas parfait, mais t'es habité par quelque chose. Moi, je vois très bien quand je vais vendre à mes clients. Je veux dire, ils n'ont pas besoin que j'ai un diplôme de ceci, légitimité, machin. Mais quand j'en parle, ils savent que je suis en train de leur parler d'un sujet qui est ancré. J'ai une vision qui va au bout. S'ils me posent la moindre question dessus, j'ai une réponse. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que ça va leur apporter. Je sais comment fonctionne notre produit. Je sais d'où ça vient. Pourquoi on a fait ce choix-là et pas ce choix-là. Je sais. Et donc ça, il faut sentir vraiment être entrepreneur avec juste une idée. Bon, tu vas t'épuiser pour rien, parce que ça, à un moment donné, pour tout ce que tu as à faire, emmener des équipes, donner une orientation à ton produit, faire du marketing, de la com, vendre, il faut pas que tu dises quelque chose, il faut que tu projettes un projecteur. J'en parlais avec mes équipes. Quand on présente Jobmaker d'aujourd'hui, il faut qu'on ait dans notre tête Jobmaker de dans 3 ans. Parce que ça n'a rien à voir si tu présentes Jobmaker d'aujourd'hui sans Jobmaker de dans 3 ans dans ta tête, ou Jobmaker d'aujourd'hui en te disant je sais où on va. Mais tu le présentes à qui? Parce que si tu parles à tes clients, comme tu disais, les clients, ce qui les intéresse, c'est la valeur, tu vois. C'est pas la vision. Les clients, ils s'en foutent si tu veux changer le monde. Pour moi, ça change tout. Ah ouais? Pour moi, ça change tout. Aujourd'hui, on vend parce que concrètement, on crée de la valeur, mais on crée de la valeur parce qu'on a une vision. C'est pas un service technique. Ouais, bien sûr. Tu crées une valeur par rapport à des gens qui bossent, par rapport à des gens qui ont un besoin. Et si t'es pas fondamentalement projeté dans quel est le fond de ce que tu veux régler comme problème et comment tu as décidé de le régler, même s'il y a plein de façons de le faire, mais toi, tu as choisi de le régler comme ça et tu sais pourquoi tu as choisi ça. Et du coup, c'est ce qui te fait, c'est ce qui te rend résilient. Ça veut dire que parfois tu prends pas le bon chemin, mais tu sais ce que tu es en train de faire. On n'est pas en train de vendre un outil pour fabrique toi-même ton truc de coaching, je sais pas quoi. Non, on a une vision sur comment on va permettre aux gens de prendre le leadership sur leur trajectoire professionnelle. On sait comment faire. Et le Jobmaker de dans 3 ans, à quel point il est précis dans ta tête? Il est très précis. Il est très précis. Après, le problème se repose infiniment. Bah oui, la vision, elle avance avec ta boîte qui avance, ouais. Est-ce qu'il est très est-ce que ça sera vraiment comme ça? Je n'ai aucune idée. Mais à chaque moment donné, j'ai une vision très précise de ce qui sera l'avenir dans 3 ans.
Et ça te... Enfin, moi, quand je fais ça, ça m'angoisse, tu vois. Genre, je me dis, genre, j'ai tendance à faire ça hyper fort. Et je vois plein de gens où c'est pareil, tu vois. Un des potes d'Alexis, à chaque fois qu'il me parle d'un truc, qu'il va prendre une décision, il doit rebattre les cartes pour savoir si ça va s'aligner avec sa vision, tu vois. Est-ce que ça te crée pas une espèce d'inflexibilité? Non. Non? Pour moi, c'est... Ça t'excite, en fait? C'est intuitif, quoi. C'est-à-dire que après, c'est une question de fonctionnement de cerveau. Ouais, là, bien sûr, à mon avis, c'est un bon cerveau gauche qui recalcule la trajectoire en fonction de l'élément. Faut que je me force. Mais moi, non, moi, c'est intuitif. Ça, c'est aligné avec la vision de demain. Ça, non. Ok, ouais. Ok. Et j'ai pas besoin de calculer. Cette vision, elle se forge ou elle est là? Les deux. Genre quelqu'un qui est au point zéro, tu vois, quand toi, t'as eu un... C'est quoi au tout départ, au tout départ, ouais. Elle est là? Elle est là. Et du coup, genre, on dit quoi aux gens qui en ont pas? Allez parler avec des potentiels utilisateurs et voyez s'il y a quelque chose de plus grand que votre idée qui émerge. Si tout le monde te dit, ouais, pourquoi pas, c'est cool, ouais. Ben, c'est que ça crée pas les choses. Faut trouver des gens qui sont animés et qui... Moi, je sais que c'est parce qu'à un moment donné... alors, j'ai eu d'autres phases avant, elle s'est forgée bien avant ma vision, mais à un moment donné, c'est ce que je te disais, là, quand j'étais sur les campus universitaires, j'ai parlé avec des milliers de personnes. Ouais. Et à partir du moment où tout le monde... Ma vision, elle est pas... Je sentais qu'il y avait un problème. J'étais frustrée, je me disais non, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de solution à ce problème, tu vois, genre end of the road, voilà, le chômage, on est malheureux dans le travail, merci, et bon courage dans la vie. Ben non, il y a forcément une autre voie, quoi. Mais j'avais pas laquelle. Et une fois que tu parles avec des milliers de personnes, tu te rends compte que, voilà, ils attendent d'être capables de trouver la place qui leur correspond dans leur job. Ils veulent que ce soit leur singularité, leurs forces, leurs envies qui soient pris en compte, et avoir des moyens opérationnels de le faire. Et ça, mais je l'ai entendu des centaines de fois. Mais quand je lançais le sujet, ça revenait. C'est ça qui a construit ma vision, c'est-à-dire un besoin que tu sens c'est quelque chose qui ne doit pas rester comme ça. Et ensuite, le comment, il vient de ce que tu absorbes, en fait. En benchmark, en retour de tes potentiels utilisateurs ou quand tu testes tes utilisateurs. Et à un moment donné, il y a quelque chose de plus grand que juste le besoin que tu avais identifié qui émerge et qui va te guider, en fait. C'est ta source inépuisable, hein. C'est fatigant d'être entrepreneur. Donc si tu n'as pas cette énergie d'un truc qui est une source inépuisable de ta vision, de tu sais où tu vas, t'es vite à bout, hein. Et tout le monde fait ça dans la boîte, chez vous? Genre tout le monde parle de la vision régulièrement ou c'est que toi qui la portes? Comment ça se manifeste au quotidien? Moi, j'essaye de... Oui, enfin, on en a besoin de la vision pour se coordonner. Ouais. C'est-à-dire entre les priorités dans la roadmap, le discours commercial et le déploiement worldwide d'un compte. Là, on se rend compte que qu'est-ce qui va faire le lien entre les trois? C'est la vision. Et on se dit, ok, là, on se refait une demi-journée où on se redit où on va. Et on s'update. Ouais. On sait où on va, mais en fait, dans 2 mois, ce serait un autre endroit. C'est ton rôle de CEO, quoi. C'est de porter la vision et de toujours ramener les gens à pense que ce que tu fais, ça doit être aligné avec où on va. Ouais. Et avec la vision en général et avec notre horizon de 3 ans. Et ça règle beaucoup les arbitrages. Sinon, tu sais pas comment décider. C'est ça ton job? Genre, c'est quoi les autres parties de ton job en tant que CEO? Tout. De tout et de rien. Ça, bien sûr, mais c'est fondamental. Toutes les questions financières, les questions de relations avec les investisseurs. Du coup, pas mal d'inspiration sur le produit. Après, moi, je fais aussi pas mal de commercial, sur des gros comptes. Et puis, je travaille aussi avec les équipes de Client Success sur l'expertise qu'on développe sur le déploiement de job makers à l'échelle de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de collaborateurs dans une boîte. Comment on fait pour que ça devienne un élément structurel dans une grosse organisation? Et ça, c'est du test and learn. On développe une expertise, donc je suis aussi impliquée sur ça. Ok.
En fait, c'est la vision déclinée, ce qui est lié à la vision dans le produit, ce qui est lié à la vision dans le commercial, ce qui est lié à la vision dans le déploiement de C'est Job rester Maker. au contact terrain pour voir ce que la vision fait en vrai, quoi. Ah ouais, non, ouais, j'ai vachement besoin de ça, ouais. Ok, ouais. Puis après, voilà, les people, le pilotage, les finances, les relations investisseurs. Ok. Quand j'ai préparé cette interview, j'ai trouvé des interviews de toi qui dataient d'il y a 8 ans, 4 ans, mais peu de récentes. Vous avez arrêté la com récemment, tu m'as dit. Pourquoi? On est quand même dans un environnement sur les startups un peu bling bling. Genre, grossis, lève des fonds, vas-y, cours jusqu'à que tu te transformes au miracle en unicorn. Quand tu rencontres quelqu'un, on dira, vous êtes combien et combien tu as levé de fonds, c'est les 2 premières questions qu'on pose. C'est quoi la next step? N'échappant pas à mon environnement, il fallait toujours recruter plus de personnes, être sur plus de fronts possibles et lever des fonds et enchaîner les levées, etc. Et à un moment donné, je me suis sentie vraiment dans la fuite en avant. Que ce soit du point de vue des équipes qui pouvaient des équipes qui pouvaient s'user, de la stabilité des clients, mais aussi sur la structuration de la boîte. Tu vois, cette impression que on va de l'avant, mais t'es un peu suspendu en l'air, quoi. Ouais. Et à un moment donné, on s'est senti en insécurité et on a dit, on a besoin de refocuser. Là, on a ce cash-là, on a ces objectifs-là. On a besoin de refocuser sur notre cœur de valeur, notre cœur de métier. Et en gros, produit, sales, client success. On veut livrer un bon service à nos clients et qu'on accompagne bien dans leur implémentation. Et si on fait ça bien, derrière, on rajoute les briques. Et donc, on a fait des énormes coupes franches dans nos attributions de ressources où, si tu veux, tout était un petit peu essevé partout en se disant non, on reprend les ressources et on les met à fond sur 3 trucs. Et donc, du coup, par exemple, on a arrêté tout ce qui était com et market parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille de nos clients qui nourrissent vraiment notre pipe commercial. Et donc, ça n'a rien changé à notre vie. Et là, c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que tu te fais plein d'idées sur ce qui est nécessaire. On revient à notre histoire de MVP parce que tu as envie de la com, tu as envie des réseaux sociaux, le market, l'acquisition, les sales, le truc, le ceci, le cela. Mais au final, de quoi tu as besoin vraiment vital aujourd'hui? Et ça, on l'a fait en se rajoutant un niveau d'exigence, c'est arrêter de lever des fonds. Être rentable. Ah, le truc, être rentable, là, tout le monde te dit l'inverse. Eh ben, à ce moment-là, on en a eu besoin de se dire, on est rentable, ça veut dire que déjà notre business il est sain, ça nous coûte moins cher de produire ce qu'on vend, et puis on fait des sacrés arbitrages d'affectation des ressources, et du coup on est optimal dans nos choix. Et ça a fait un bien fou. Ça a fait un bien fou. Donc ce truc de refocus, resserrer l'équipe, refocus l'affectation des ressources, quitte à arrêter complètement de faire certaines choses. En fait, ça nous a permis de voir qu'est-ce qui était essentiel pour notre business et d'investir à fond là-dessus. Et aujourd'hui, on a une croissance qui du coup est super ancrée. On se sent beaucoup plus solide que dans cette phase que je disais un petit peu de course fuite en avant. Et quand on va retourner bientôt voir des fonds avec des KPI qui sont un peu meilleurs que peut-être il y a un an, mais par contre derrière une solidité par rapport à ça, on ne sera pas du tout à la même disposition. On va choisir nos investisseurs parce qu'on est rentable, et donc du coup tu vois, ça a vraiment solidifié la boîte d'être capable de faire ce refocus. Donc voilà, des fois on est un peu soumis à l'ambiance générale et on veut faire tout très vite, maximum. Peut-être qu'on est plus lent que d'autres pour arriver à un certain nombre de niveaux de développement. Bon voilà, c'est la vie de cette boîte, ça n'empêche pas la boîte de fonctionner, d'être rentable et de croître. C'était un gros chantier? Gros chantier. Ça ressemble à quoi au quotidien? Un gros chantier comme ça? C'est 1 an de cleaner.
reprendre tous les sujets, Ok. reprendre les données, les mettre propres, structurer, maîtriser vraiment l'ensemble des sujets, solidifier. Quand tu commences à faire ça, tu te rends compte qu'il y a un bordel. Non, mais c'est parce Mais que c'est aussi un truc que tu peux pas faire si c'est un truc de navigation, bien sûr. Ouais. C'est un truc, mais en navigation, alors je fais pas du tout de bateau, hein, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça une fois, mais ça m'a parlé et quand même j'ai compris l'idée, c'est qu'en fait, bah t'as les moments de tempête et de rush. Mais après, tu ranges ton bateau pour que le prochain rush, tu sais où est la corde machin, je sais pas trop quels sont les outils dans le bateau, mais les trucs sont à leur place. Et en fait, quand tu es dans de la croissance rapide comme une start-up, tu crées de la dette. C'est-à-dire du bordel, de la dette technique, du bordel organisationnel, de la dette légale, enfin voilà. Et il faut avoir ce réflexe de ranger, de prendre du temps pour mettre les choses carrées au fur et à mesure que tu grossis. Je pense qu'à un moment donné, on a couru et on a eu des 200% de croissance certaines années. On a oublié de ranger, puis après tu as un espèce de bordel qui peut te péter à la gueule en fait. Donc ça nous a demandé de faire un peu un plateau de croissance pour ranger tout et repartir. Donc c'est pas le truc le plus sain, mais du coup faut penser croître, structurer. Et je trouve que c'est pas tellement le discours qu'on entend. Je me déresponsabilise pas, hein, mais moi j'en ai pris conscience un peu tard et que oui il faut croître, mais il faut croître structuré. Le discours c'est fonce tout le temps, t'arrêtes jamais. C'est pas très sain. Je sais pas généraliser ce truc-là, pour toi, mais en tout cas, moi je me suis perdue à des moments sur ça. Je trouve ça dur aussi. Genre, je trouve qu'il y a une espèce d'injonction générale à aller le plus vite possible tout le temps. Ouais. Et toi, t'es fier de ta boîte? Ouais. Mais tu vois, je suis passée par des phases de comparaison où j'avais l'impression d'être le vilain petit canard parce que au bout de tant d'années, t'avais pas levé tant d'argent ou avoir le bon nombre de personnes. Puis à un moment donné, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui va pas en fait? Les clients ils sont contents, ton produit il fonctionne, tu crois. Enfin voilà. Tu te marres. Ouais. Pourquoi t'aurais besoin d'être autre chose que ce que t'es si ce que t'es fonctionne à ton rythme? Tu me décris le job maker de dans 3 ans? Bah, la vision de job maker, c'est vraiment d'avoir une app qui te permet de prendre régulièrement des reculs sur là où t'en es dans ton taf, sur différentes thématiques. Donc en fait, c'est une app où tu vas construire un peu ton dashboard de routine carrière. Donc c'est-à-dire quelles sont les questions que tu te poses et à quelle fréquence. Donc tu vas choisir un petit peu celle que tu souhaites et on va te coacher pour que tous les mois, tu fasses, par exemple, ta liste de tes 10 réussites que tu as bien aimées de ce mois, ou tous les 6 mois, vraiment l'exploit que tu as réalisé ces 6 mois-là, ou que tu mettes à jour les critères qui comptent pour toi dans ton travail. Et donc, du coup, on va à la fois te proposer du coaching où tu peux à des moments faire le point, un programme pour faire le point, mais aussi être entretenu dans ce travail de veille à la fois sur toi, sur ton environnement et sur le match entre toi et ton environnement. Et ça, on veut que vraiment déployer un outil qui permet aux gens d'être en totale conscience sur cette question du match entre qui je suis et où est-ce que je bosse. Et ça demande une hygiène régulière et c'est ça que proposera JobMaker pour équiper l'ensemble des salariés d'une entreprise de ce coach qui est vraiment la clé pour que finalement chaque personne soit à un moment donné à la place la meilleure et pour lui et pour la boîte. Hâte de voir ça. Hein. Bah ouais. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie.